20h30 à Paris, la suite de l'essentiel sur France 24 dans un instant. On va plus loin avec deux grands reporters, Patricia Alémonière et Cyril Payen. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Kim Jong-un est en Chine, avare de déplacements à l'étranger. Le dirigeant nord-coréen est arrivé à Pékin. Il participera mercredi à la parade de l'armée chinoise pour célébrer la victoire sur le Japon. C'était il y a 80 ans. Et il devrait apparaître aux côtés des présidents russes, Vladimir Poutine, et chinois, Xi Jinping. Une rencontre inédite. 3 dirigeants unis pour défendre leur propre ordre mondial. Après Paris, Londres, Ottawa, Bruxelles, la Belgique prête à reconnaître un État de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre prochain. Condition posée que le Hamas rende ses armes et que les otages israéliens retenus dans la bande de Gaza soient libérés. Et commençons, si vous le voulez bien, avec ces images. Kim Jong-un qui foule le sol chinois, le dirigeant nord-coréen à Pékin, qui assistera dans quelques heures à la parade organisée par la Chine pour célébrer la capitulation du Japon il y a 80 ans. Cyril Payen, c'est symbolique d'ailleurs de l'image d'abord. Kim Jong-un qui arrive à Pékin à bord de cette forteresse mobile, de ce fameux train blindé qui va d'ailleurs pas très vite du fait de son blindage. Elle est d'autant plus importante que les déplacements du dirigeant sont rares. Et c'est pour ça que c'est éminemment chorégraphié, et c'est cette chorégraphie en creux de ce que vous appeliez très justement cette tentative d'instaurer un nouvel ordre mondial, un axe mondial qui serait dominé par l'injonction diplomatique, l'impulsion diplomatique de Xi Jinping, la puissance régnante, hôte de cette grande réunion qui va certainement concrétiser une trilatérale. Alors, évidemment, c'est au conditionnel, mais pourquoi pas, en tout cas pour la photo, demain, il y aura Xi Jinping flanqué du dictateur nord-coréen et de Vladimir Poutine, l'un et l'autre à gauche et à droite de Xi Jinping. Donc c'est une valeur symbolique extrêmement importante pour sa dimension inédite. Vous le disiez, les déplacements de Kim Jong-un sont extrêmement rares, et encore plus pour assister à une parade militaire étrangère. Dans son pays, il le fait beaucoup, mais un peu moins à l'étranger. Donc ça le remonétise évidemment. C'est une sorte de trophée, je dirais, un butin diplomatique. Lui qui est aussi courtisé par d'autres puissances. On sait qu'il y a ce rapprochement fantasmé par Donald Trump qui voudrait, dans son second mandat, refaire cette paix entre les deux Corées, donc rencontrer peut-être d'ici fin octobre, début novembre. Peut-être c'est à l'agenda d'ailleurs au calendrier de la réunion des 3 hommes, peut-être d'harmoniser ce message aux Américains, mais ça c'est un autre sujet. Mais donc oui, c'est une chorégraphie, c'est une opération qui est destinée à montrer un narratif nouveau. Nous appartenons à un monde qui n'a pas été aligné, qui ne l'a jamais été. Nous pesons, et c'est ça qu'on veut donner comme exemple, et pourquoi pas à ce Sud global, ce qu'on a appelé un Sud global qui n'existe plus vraiment. C'est peut-être ça le remodelage d'une forme de mondialisation à l'aune de la superpuissance chinoise, ce qu'on appelle aussi la démondialisation, comprenne qui pourra, mais c'est effectivement un marqueur important. Sur le fond, reste à savoir ce qui va se dire ou se décider. Cette image, Patricia, cette image de ces trois dirigeants, pas n'importe lesquels, évidemment unis, Kim Jong-un, Xi Jinping et Vladimir Poutine, message en priorité envoyé aux États-Unis? Oui, je pense que Donald Trump, même s'il a dit que tout ça ne le gênait pas trop, devait être dans une forme de frustration finalement, parce que je crois qu'entre Xi Jinping, Vladimir Poutine et Donald Trump, la différence sur le plan j'allais dire presque idéologique, est minime. Les deux rejettent les valeurs dites occidentales décadentes. Les trois les rejettent. Le wokisme, on n'en parle même pas. Le président Trump, finalement, dit très bien s'entendre avec Xi. C'est ce qu'il affirme, en tout cas. Donc, je pense qu'effectivement, peut-être qu'aurait-il pu faire partie de cette rencontre. Alors, maintenant, se pose l'autre question. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre ? Cette rencontre, c'est effectivement, comme vous l'avez très justement expliqué, c'est l'émergence ou l'assurance d'un monde finalement post-occidental. C'est-à-dire que l'Occident, tel qu'il était défini après la Seconde Guerre mondiale, c'est fini. Maintenant émerge une autre réalité, et cette autre réalité s'organise autour de la Chine.
Et on voit bien, on a un processus de vassalisation quand même qui s'instaure. Parce que même si aujourd'hui le président russe peut s'enorgueillir d'avoir signé, d'avoir fait avancer le projet du second gazoduc qui lierait la Russie à la Chine, c'est une mise en dépendance de la Russie. Et la Chine n'a pas du tout l'intention de n'acheter que ses matières premières à la Russie. Donc, et puis on voit deuxième pays mis en vassalité, deuxième gros pays mis en vassalité, l'Inde. On a Modi qui est là, après 7 ans d'absence. Il est là, il vient faire allégeance. Alors, on a eu cette très jolie phrase sur le tigre et l'éléphant qui maintenant allait s'entendre. Mais au-delà de ça, on peut dire oui, Modi veut montrer à Donald Trump qu'il est indépendant. Non, je crois que ça montre que l'Inde est devenue vassale sur un plan économique essentiellement, pas au niveau des frontières, parce qu'il y a un gros différent, mais est devenue vassale de la Chine. Donc tout ça montre à quel point on a effectivement une mise en vassalisation des États qui sont là autour de la Chine pour présenter face à l'Amérique triomphante de Trump, qui se replie sur elle-même. On est dans un unilatéralisme américain. Et là, on est dans la défense du multilatéralisme apaisé. Savez-vous que je crois que le président chinois a dit à l'Iran, il faut être tranquille, il faut pas se battre, il faut faire la paix. Donc la Chine dit, regardez, c'est moi la stabilité, c'est moi les accords internationaux face à cette Amérique qui se replie sur elle-même et qui met le désordre dans le monde. C'est ça le message envoyé finalement. Que les Européens en creux complètement inexistants. Les Européens sont inexistants. À peine dans les affaires courantes, oui. C'est moi le nouveau centre de gravité, c'est moi qui fais bouger les lignes, c'est moi qui décide, c'est ce que dit la Chine. Effectivement, parce que de toute façon, on a vu cette volonté impérialiste, n'ayons pas peur des mots, même si c'est doctrinairement pas forcément la bonne sémantique, mais oui, une expansion qu'on a vue sous le feu de la puissance et la montée en puissance du règne de Xi Jinping, d'abord au pays de l'Asie orientale, l'Asie du Sud-Est, mais l'extension, voilà. Et puis là, on est effectivement dans une problématique mondialisée. Mais ce qui est très aussi intéressant, c'est le discours, la doctrine. On va fêter demain la capitulation de l'armée japonaise, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on a vraiment l'impression qu'il y a une tentative de minimiser le rôle des alliés, c'est-à-dire que c'est un effort général de l'Occident et des alliés contre le nazisme et contre les Japonais. Là, en fait, c'est presque de l'Uchronie. Vous savez, l'Uchronie, c'est quand on refait, on refait la vérité avec de l'imaginaire ou alors des éléments tronqués ou propagandistes. C'est un peu ça, on refait la réalité modelée par l'alliance qui va donc forger ce nouvel ordre mondial. Donc ça va extrêmement loin, c'est économique, c'est géopolitique, c'est militaire. On le voit avec l'alliance Poutine et la Corée du Nord, d'ailleurs, qui certainement un resserrement de vis des Chinois qui n'ont pas vu ça d'un très très bon œil, parce que ça a échappé à leur sphère. Il coûtait très cher en bilan humain d'ailleurs aux Nord-Coréens, mais après tout la chair à canon nord-coréenne qui s'en soucie, certainement pas le dictateur Kim Jong-un. Mais donc c'est une réécriture de l'histoire, donc on va vraiment vers un impérialisme tout en vantant la fraternité stratégique et puis ce multilatéralisme bon teint contre le Make America Again, cette unité. Enfin, parce qu'en fait, oui, ça lutte aussi contre le bilatéralisme forcené de Donald Trump. Et ce que disait un ancien ambassadeur de France, c'est avec Xi Jinping, c'est un bilatéralisme multilatéral. C'est assez intéressant comme expression, mais qui résume un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est donc en fait l'avènement de cette Chine, mais qui va aussi peut-être se prolonger avec la traversée 2026-2027 du détroit de Formose, et puis l'entrée à la prise en main de Taïwan, qui est certainement un des desseins militaires de Xi Jinping, avec cette volonté suprémaciste. Donc attention à ces messages. On peut s'attendre à des annonces, d'après vous, à l'issue de cette rencontre, Patricia ?
Il y a eu des annonces déjà faites sur un plan purement économique. Dans la déclaration de Shanghai, là, il y a eu la réaffirmation de l'importance des routes de la soie, en particulier. Et ces routes de la soie, elles se tissent jusqu'en Afrique, elles traversent même l'Afrique. Elles arrivent avec la Chine à maintenant des ports sur l'océan Atlantique que les États-Unis voient d'un très mauvais œil. Parce que ces positions portuaires chinoises face aux États-Unis, c'est très mal vu. Donc on voit très bien, effectivement, ces routes de la soie ont même posé un problème à un moment donné en Asie centrale avec la Russie parce qu'ils n'étaient pas totalement convergents. Alors leur point de vue et leurs intérêts étaient même divergents en Asie centrale. Bon, tout ça est un peu posé. Donc on a eu des annonces en ce sens sur ce plan-là. Va-t-on avoir autre chose sur un plan militaire? Moi, je crois qu'on va être vraiment là dans le récit et dans l'assurance de la force, et surtout parce que ce qu'a dit Xi, il a dit qu'il voulait une armée à niveau. Horizon 35, voire 40. On ne sait pas ce que ça veut dire pour lui à niveau, mais tout le monde a bien compris que c'était devant les États-Unis. Alors, ils n'en sont pas là, mais par exemple, sur un plan sous-marinier, dans l'océan Pacifique, d'ici 30, il pourrait être presque à égalité quand même. Donc, on voit bien que sur un plan purement militaire, la Chine, je pense demain, va nous faire un étalage de quelques-unes de ces nouveaux missiles supersoniques, de ces drones. Ils sont... Je veux dire, avant, nous, on avait toujours tendance à concevoir la Chine ici comme finalement l'usine du monde, mais qui nous fabriquait des trucs pas très bons. Vous voyez ce que je veux dire? Des réfrigérateurs qui tombaient en panne. C'est fini. Maintenant, ils fabriquent tout ce qu'il y a de plus fort en technologie. C'est eux qui produisent le plus de brevets d'invention sur un plan international. Donc, la Chine est passée devant les États-Unis au niveau de la recherche, au niveau des brevets. Alors, je ne veux pas dire que ce soit des brevets peut-être de très grande qualité, je ne sais pas, mais ça démontre à quel point Xi a mis tout le paquet sur l'aérien, le maritime et l'invention. Et donc là, nous, en Europe, pour reprendre cette allusion à l'Europe que vous faisiez, c'est dramatique. Parce qu'on est totalement en dehors. Qu'est-ce qu'on va être? On va être des gens qui vont acheter tous ces produits. On n'a aucun plan de réindustrialisation, enfin surtout les Français. Les Allemands veulent mettre en place quelque chose d'important, mais nous, rien. Rien parce qu'on est endettés et puis parce qu'on n'est pas foutu de s'entendre. L'Europe larguée, spectatrice, du coup. Malgré elle, oui, bien sûr, évidemment. Et ce qui pouvait arriver de pire, c'était l'avènement ou le retour au pouvoir aux affaires aux États-Unis de Donald Trump, qui est revenu avec une revanche sur lui-même. Donc ce Donald Trump 2.0 fait frémir, et on est vraiment, puis on le voit sur d'autres sujets, on ne va pas aller jusqu'à l'Ukraine ou commerciaux, où on est complètement exclu. Quand je dis nous, ce sont les Européens. Effectivement, on va être des spectateurs de notre propre déchéance, mais c'est aussi spectateurs de cette montée en puissance suprémaciste, parce que n'oublions pas quand même tous les dossiers sur la question des droits de l'homme, de la politique, les dossiers vitaux qui accompagnent le règne de Xi Jinping. C'est une montée en puissance suprémaciste et qui ne fera pas de quartier. C'est pour ça que Taïwan peut s'inquiéter, comme Hong Kong a été avalé. Ça a été une histoire qui a été réglée en quelques mois, je schématise. On oublie les Ouïghours, on oublie le Tibet. Cette passe d'armes n'existe plus, puisque par essence, le nouvel ordre mondial, c'est on ne s'occupe pas des affaires intérieures. En fait, chacun fait ce qu'il veut, mais on est dans ce multilatéralisme fraternel, bon teint, bon enfant, mais qui est en fait une parodie de démocratie. Mais qui, et je pense que c'est en creux ça le message, qui êtes-vous, vous, les Occidentaux, vous qui nous avez lâchés après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui nous avez mis un peu au rebut des sociétés mondiales qui se rebâtissaient. Qui êtes-vous, après tout, pour nous donner des leçons? Vous qui élisez Donald Trump, vous qui êtes en train de laisser à l'abandon, au populisme, l'Europe. Rapidement, la Chine aussi s'affirme comme le monde de stabilité et de paix. C'est ça aussi qui est très important. Dans un monde qui est conflictualisé par Donald Trump, la Chine veut représenter la paix. Et c'était très intéressant de voir que lors des frappes israéliennes et américaines sur l'Iran, les Chinois n'ont pas moufté.
Ils ne sont pas venus au secours de l'Iran, qui pourtant ils accueillent avec aujourd'hui sympathie. Ils sont restés en retrait. Ils ne veulent pas se mêler des affaires des autres et ils veulent la paix. Ça séduit le continent africain, les pays asiatiques, ça séduit tout le monde. Alors reste à savoir si ça va nous séduire, nous aussi, complètement. Et vous m'offrez une transition toute trouvée, Patricia Lémonière, pour parler de notre deuxième thème ce soir, la situation à Gaza et plus précisément sur le plan diplomatique, avec un pays de plus donc qui compte en tout cas reconnaître l'État de Palestine à l'ONU. C'est la Belgique après la France, le Canada, le Royaume-Uni ou encore l'Australie. Stéphane Amar depuis Jérusalem, bonsoir à vous. On imagine que cette décision belge irrite Israël. Oui, absolument. Comme à chaque fois d'ailleurs qu'un pays occidental reconnaît l'État de Palestine ou manifeste la volonté de le reconnaître, comme ça a été le cas, on se souvient bien sûr par la France qui a entraîné, vous le disiez, d'autres pays avec elle. Et bien ce matin, l'annonce de la décision de la Belgique, comme l'accoutumée, a provoqué la fureur du gouvernement Netanyahou. Le sulfureux ministre de la police, Tamar Ben-Gvir, a expliqué que la Belgique était sous emprise des islamistes, qu'elle était gangrénée par l'islam radical et qu'elle cédait ainsi à son opinion en reconnaissant l'État de Palestine. Et en riposte, le gouvernement Netanyahou a annoncé que très prochainement, il lancerait un plan d'annexion partielle de la Cisjordanie. Vous savez que la colonisation de la Cisjordanie a connu un coup d'accélérateur depuis le 7 octobre et que régulièrement, chaque annonce de reconnaissance d'un État palestinien suscite le même type de réaction. Ça a été le cas, on s'en souvient, il y a 2 semaines pour la zone très stratégique E1 entre Jérusalem et Malé à Adoumim qui couperait la Cisjordanie de Jérusalem-Est. Cette fois-ci également, il y a l'annonce d'une intensification de la colonisation, voire d'une annexion au moins partielle de la Cisjordanie. Stéphane, Israël qui par ailleurs se prépare à cette offensive annoncée sur Gazaville par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les réservistes regagnent les rangs dès aujourd'hui. Oui, des dizaines de milliers de réservistes qui rejoignent l'armée aujourd'hui. Alors, ils sont censés remplacer les appelés, notamment en Cisjordanie, mais également dans la bordure de la bande de Gaza. Des appelés qui vont entrer massivement à l'intérieur de la bande de Gaza pour venir renforcer des effectifs déjà très nombreux et préparer l'assaut sur Gazaville qui est présenté par l'armée israélienne comme le dernier bastion du Hamas. Un choix sera laissé au Hamas, soit se soumettre et quitter la bande de Gaza, laisser le pouvoir dans la bande de Gaza ou bien s'exposer à une destruction totale. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé aujourd'hui les dirigeants israéliens. Merci beaucoup Stéphane Amar depuis Jérusalem. Cyril, j'aimerais qu'on revienne sur cette décision belge donc de vouloir reconnaître un État de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU. Ça relance évidemment la question d'une solution à 2 États. Est-ce que concrètement, cette prise de position, elle peut vraiment changer les choses? Parce qu'il y a la question de Gaza, on l'évoquait avec Stéphane Amar, et puis il y a aussi, il évoquait la question de la Cisjordanie, évidemment. Alors oui, d'abord c'est une annonce qui est, vous l'avez dit, très justement en préambule, qui est très conditionnée, comme toutes ces annonces, elle est éminemment symbolique. Alors les détracteurs diront, et ça va aussi pour les déclarations françaises et pour ce qui a pu suivre, je pense aux Anglais, aux Canadiens, c'est un peu un alibi sur une scène de crime, c'est-à-dire qu'en fait c'est une annonce très symbolique qui arriverait donc en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies pour le 80e anniversaire entre le 18 et le 22 septembre, donc ce mois, dans quelques semaines. Un alibi sur la scène de crime, oui, puisque un peu tardivement, des pays d'Occident se rendent compte qu'ils n'ont pas sans doute su retenir le bras armé de la soldatesque des entourages de Benjamin Netanyahou, avec évidemment le projet politique et la question de la réversibilité étant vraiment en pointillé, parce qu'on voit bien que, et Stéphane Amar le mentionnait, ça va extrêmement vite, mais sur aussi le volet militaire, évidemment, qui n'exonère pas la Cisjordanie, mais qui se focalise bien sûr sur l'un des 7 fronts, c'est-à-dire Gaza, avec ce plan à marche forcée dont on connaît maintenant, grâce à des fuites américaines, le dessin final, c'est-à-dire qu'en fait, toute cette émotion suscitée par les opinions en Occident fait que peut-être ça
pousse certaines chancelleries, certains pays à dire on va au moins symboliquement reconnaître l'État de Palestine, même si c'est une coquille vide. Mais le dessein, il est certainement cet exode programmé, forcé, évidemment. Je ne dis pas épuration, je dis exode forcé de 2,3 millions de Gazaouis pour faire, parce que c'est très documenté, c'est un document de 38 pages qu'on peut consulter, qui circule largement au sein de l'administration américaine et qui ne fait que confirmer ce qui est là, ce qui peut se passer. Une véritable dystopie de ce qu'aurait Gaza. Ce serait Gaza, 10 ans sous administration américaine, les mêmes protagonistes des pourvoyeurs de l'aide humanitaire dont on sait que ça ne marche pas du tout, qui réorganiseraient un Gaza rasé. Donc la veillée d'armes sur Gaza City, la ville de Gaza, 1 million de Gazaouis qui y sont, et évidemment les sentinelles du Hamas, c'est ça aussi cet acte final. Donc après tout, oui, alibi sur une scène de crime, puisque peut-être que les dés en sont jetés, et ce n'est pas le discours qu'on attend historique, qu'on voudrait historique du président français Emmanuel Macron le 22 septembre, dont il attend beaucoup, qui veut qu'il y ait beaucoup de résonance, pourra hélas changer les choses pour l'avenir de la solution à deux États et puis l'avenir de la cohabitation des deux populations. Ces deux États, Patricia, qui passent par un Israël volontaire de négocier, et on n'en est pas là du tout. Non, on est dans l'affrontement d'un symbole, c'est-à-dire la reconnaissance de deux États palestiniens qui était la décision des Nations Unies, de l'ONU, de l'après-guerre. Donc on voit bien, on parlait du monde qui changeait pour le thème précédent avec la Chine. Et là, on est aussi dans un exemple de ce monde qui change. Tout ce qui a été décidé est rejeté d'une main par Donald Trump et qui soutient toujours massivement Benjamin Netanyahou. Ils sont très isolés, mais comme ça reste la première puissance du monde et c'est celle qui livre des armes à Benjamin Netanyahou, le projet d'annexion ou en tout cas de prise de contrôle de la bande de Gaza et d'annexion partielle ou pas partielle de la Cisjordanie peut se poursuivre sans entrave. On a donc le terrain, la réalité de terrain, et la réalité symbolique. On a un monde qui fonctionne sur la force et la violence, et on a un monde qui fonctionnait sur le droit international. C'est deux choses on a sur ce petit territoire avec une centaine de morts par jour de Palestiniens, le symbole de l'affrontement de notre société aujourd'hui, que l'on voit en microclimat en France à travers les affrontements politiques, mais qui, là, est d'une façon exacerbée sur ce territoire. Et donc, je trouve que la logique aujourd'hui dans laquelle nous sommes va vers la force qui l'emporte. C'est ça, aujourd'hui, la logique. Alors, est-ce que ça sera la logique? Est-ce que la réunion de la Belgique, de l'Allemagne, pas de l'Allemagne surtout, pas encore, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada et d'autres, va changer quelque chose? Je ne pense pas. Pour l'instant, je ne pense pas. Mais c'est essentiel de rappeler que certains États croient encore et veulent défendre le droit international. D'autant que cette solution à deux États, alors on n'en est pas là bien évidemment, elle passera aussi par cette remise en question de la gouvernance palestinienne. Parce que je vous dis, on n'en est pas là bien évidemment, mais voilà, mais cette autorité palestinienne qui est complètement affaiblie, qui doit aussi se réformer, et un Mahmoud Abbas qui, à l'aube de ses 90 ans, doit certainement aussi laisser la main. Ça avait été le sujet de cette fameuse lettre dont les Américains ont, semble-t-il, oublié la lecture, de juin, dans laquelle Mahmoud Abbas disait deux choses essentielles. Un, il acceptait d'organiser des élections et donc peut-être de passer enfin la main. 2026, je crois que c'était la date qu'il donnait. Oui. Voilà. Et deuxièmement, il reconnaissait pour la première fois que le Hamas avait fait un acte terroriste et qu'il fallait le désarmer, ce qui était une condition essentielle posée aussi par les Américains. Voilà cette fameuse lettre. Alors lui, il est totalement démonétisé, il n'a plus aucune valeur, etc. La seule personne qui a de la valeur, elle est où ? En prison, on le sait tous, c'est Marwan Barghouti, et les Israéliens, pour l'instant, ne veulent pas le libérer, d'autant qu'un des ministres israéliens, le fameux Ben Gvir, est allé pratiquement le menacer en prison en lui disant qu'il allait tout simplement crever, entre guillemets. Et j'ajoute que cette lettre qui existe, puisque c'est la reconnaissance par Mahmoud Abbas du crime du Hamas, n'a pas du tout été prise en compte par l'administration américaine, qui refuse le visa. Il y a eu un précédent en 88 sous l'administration Reagan, Yasser Arafat se voit refuser avec sa délégation de l'OLP à l'époque, sa venue pour un discours qui va se révéler historique à New York. Et bien qu'à cela ne tienne, à l'époque, je dirais que les chancelleries avaient un peu plus de... Courageuse.
j'allais le dire, de courage, de cran, ou de sens moral, ou de prescience, ou d'intuition, je dirais, d'être humain, avait déménagé cette session à Genève, où le président de l'OLP, Yasser Arafat, avait fait son discours. Tout cela, évidemment, est anecdotique, c'est resté dans l'histoire, mais c'est extraordinaire, comme vous le disiez très, très justement. On est dans le règne de la force. Et, évidemment, quelles leçons en tirer les générations futures, notamment sur un conflit comme Gaza. En tant que journaliste, on peut en parler, parce que c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup à dire sur le fait de ne pas pouvoir couvrir ce conflit. Ça n'est jamais arrivé dans les conflits contemporains. En contravention du droit aussi international. Total, absolu. Et puis la force. Mais donc, quelles leçons donner depuis l'Occident à la montée en puissance suprême, on vient d'en parler, d'un Xi Jinping. C'est une vraie question morale, presque philosophique, et très difficile d'offrir une bonne réponse. On est tellement dans cette action que oui, c'est extrêmement compliqué, et puis c'est d'autant plus compliqué pour les opinions publiques, pour les sociétés civiles, qui sont effectivement, elles ont de quoi être effrayées, évidemment, à dessein. Merci beaucoup Cyril Payen, merci Patricia Lémonière. On va plus loin, c'est fini pour aujourd'hui. À retrouver sur france24.com. Moi je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de l'essentiel. À tout de suite. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter les grands événements de la journée. Retrouvez tous les soirs Claire Hilderbrand dans l'Actu 360 en direct sur France 24.